Alors, si c'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger dès maintenant la version bêta de TyFlow sur le site doc.tyflow.com. Donc c'est le site de Tyson Aibele, qui est le créateur de TyFlow. Tout est expliqué, hein. Vous pouvez télécharger ici TyFlow. Alors vous choisissez votre version en fonction de si vous avez V-Ray ou pas, et surtout de votre version de V-Ray. Donc là, quand j'enregistre cette vidéo, on est encore en février 2020, donc TyFlow est toujours en version bêta. C'est une version gratuite, vous pouvez l'utiliser pour vos projets personnels et commerciaux. Je vous laisse suivre les instructions pour l'installation, c'est vraiment très simple, et on se retrouve juste après dans 3ds Max. Donc c'est parti, on a installé TyFlow, on est dans une nouvelle scène. Jusqu'à présent, les systèmes de particules, on les trouvait ici, dans Particle System. Alors pour TyFlow, c'est un peu différent, puisque lui, il est dispo directement dans les standards primitives. Donc, comme pour les autres systèmes de particules, je le dessine dans ma scène. Et ce qu'on peut remarquer directement, c'est que l'icône n'a pas de flèche, mais surtout, aucune particule n'a été encore créée. Si je sélectionne maintenant mon icône TyFlow et que je vais dans ses paramètres dans l'onglet Modify, je vais dans Main Settings, c'est ici que je vais avoir accès aux paramètres principaux. C'est un peu l'équivalent des paramètres qu'on pouvait avoir dans Particle Flow, sur l'icône PF Source, si vous vous souvenez. Donc on va avoir la possibilité d'allumer ou d'éteindre le TyFlow. Ici on retrouve le fameux time step. Souvenez-vous, dans Particle Flow on pouvait aller jusqu'à 1/8. Ici on peut pousser la simulation jusqu'à 1/32 de frame. Vous noterez aussi que ce paramètre s'applique au viewport comme au rendu. En dessous on a des options qui concernent le rendu en réseau. Si maintenant on déroule l'onglet cache, on constate que par défaut TyFlow va mettre en cache toutes sortes d'informations, comme la position, la rotation ou le scale. En fait, tout ce qui est coché ici va être mis en cache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que TyFlow ne va pas recalculer en permanence ce qu'il a déjà calculé. Contrairement à Particle Flow et aux autres systèmes de particules, il va se souvenir de la simulation des frames qu'il a déjà calculés. Ce qui va nous faire gagner du temps, évidemment, puisqu'on va pouvoir travailler plus rapidement, on va pouvoir lire la timeline en temps réel. Attention toutefois, c'est une option qui consomme de la mémoire vive et dans certaines situations, on peut être amené à la désactiver. Donc je replie l'onglet cache, je descends jusqu'à l'onglet Retimer, je le déroule. Alors le Retimer, c'est une option qui va permettre d'accélérer ou de ralentir la simulation. Donc on va pouvoir faire des slow motion par exemple. C'est une option qui va dépendre de deux paramètres principalement. Les time steps d'abord. Plus on a de time steps, plus on va pouvoir ralentir et ralentir proprement notre simulation. Et évidemment, il faudra activer le cache puisque c'est une option qui ne va pas à proprement parler affecter la simulation. Elle va en fait agir sur la lecture du cache. Donc il y a plein d'autres paramètres qu'on aura l'occasion de voir plus tard. On va pour l'instant se concentrer sur l'éditeur ici. Donc on clique dessus. L'éditeur s'affiche. Je le mets en grand. Et là, tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça ressemble beaucoup à Particle Flow. C'est-à-dire qu'on a un éditeur, un Particle View ici. On a un dépôt avec des opérateurs. On a une description des opérateurs sur la droite. Et si je drag and drop un des opérateurs dans la vue, j'ai bien tous les paramètres de l'opérateur qui s'affichent à droite. Seule différence, on n'a pas de menu en haut. Mais si on fait un clic droit, on a tout un panel d'outils qui apparaît. Encore une fois, on aura l'occasion de voir plus tard à quoi nous serviront ces outils. Ici, les codes couleurs des opérateurs ne sont pas exactement les mêmes que dans Particle Flow. On a tout d'abord les opérateurs vert foncé, qui sont les bursts. Les opérateurs vert clair ici, ce sont les spawns. Il y a le delete operator que vous connaissez déjà puisqu'il sert à supprimer les particules. Les opérateurs bleus, ce sont des opérateurs qui vont servir à contrôler l'animation des particules, donc leur vitesse, leur direction, leur rotation ou leur scale par exemple. Les opérateurs turquoise vont concerner le script, les custom properties et les targets. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Les bleus foncés ici concernent les matériaux et le mapping. Les opérateurs beige vont concerner la géométrie des particules, donc évidemment on va retrouver le shape ici, mais aussi le Voronoi qui va nous permettre de fracturer les particules. Les roses ici ce sont les bindings et le close, pareil on y reviendra. Les violets foncés c'est pour les particules physicalisées. Les violets plus clairs ici ça va être pour les actors, donc tout ce qui concerne la simulation de foule. Le mesh en orange ici va nous servir à rendre les particules. C'est un peu l'équivalent de l'opérateur render dans PFlow. Le spline pass, comme son nom l'indique, il va créer des splines. Donc je vous montrerai évidemment comment l'utiliser. Tous les opérateurs ici en jaune, ce sont les opérateurs dédiés au test. Donc on retrouve le collision, mais aussi d'autres opérateurs qu'on verra ensemble. On a ensuite les turquoises foncées qui vont toucher à l'affichage des particules. Donc le display et le display data. Vous voyez qu'on a aussi un opérateur note. Souvenez-vous, il y en avait un dans PFlow. Ça sert juste à écrire des notes. Alors le baseline et le separator, c'est plutôt des petits outils qui touchent à l'organisation du flow. Ils sont très utiles, mais ils sont optionnels. On n'est pas obligé de les utiliser. Et puis pour finir, on a l'export particules qui, comme son nom l'indique, va nous permettre d'exporter nos particules dans différents formats, donc alambic, taille cache, VRProxy ou PRT. Donc en haut à gauche, on peut voir le nom du TyFlow dans lequel on est. Je peux cliquer sur New pour en créer un autre. Je peux en créer autant que je veux comme ça. Je vois aussi la version de TyFlow que j'utilise. Et je peux naviguer comme ça entre mes différents TyFlow. Maintenant, si je retourne dans ma vue 3D, ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs TyFlow dans ma scène. Chaque TyFlow qu'on a créé va avoir son propre éditeur dans lequel il va gérer ses propres particules. Ce que ça veut dire, c'est que contrairement à Particle Flow où tout
se faisait dans un seul éditeur commun. Ici, on va avoir quelque chose de plus segmenté. Donc la logique est un petit peu différente, mais on s'y fait rapidement, vous inquiétez pas. Ce que je vois, c'est qu'en cliquant au milieu de l'éditeur, j'ai la possibilité de faire apparaître des presets de particules. Donc je vais choisir le premier. Donc là, je vois que dans ma vue, des particules ont été créées avec une icône de position. Je peux dupliquer mon event avec un copier-coller, donc clic droit, copier-coller. Je peux également dupliquer mon icône dans ma scène et venir la choisir dans mon opérateur position icône, donc l'opérateur du deuxième event. Je vais maintenant aller dans le TypeFlow 2. Je vais créer une icône également, puis la déplacer. Et vous voyez que si je sélectionne ce TypeFlow, ce sont bien ces particules qui ont été sélectionnées, tandis que si je sélectionne ce TypeFlow-là, ce sont ces particules-là qui ont été sélectionnées. Donc je vais supprimer le troisième parce qu'il ne me sert à rien pour l'instant. Alors ce qu'on peut dire déjà de l'interface, c'est qu'on a des events qui se tiennent pour eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de relier l'event du burst à une icône comme dans Particle Flow. Vous voyez que les events dans lesquels il y a un burst sont verts, mais les autres events, eux, sont orange, comme dans Particle Flow. On peut activer ou désactiver un event, toujours grâce à la petite ampoule, mais je peux également choisir d'éteindre le TypeFlow en faisant un clic droit Disable Flow. Dans ce cas, vous voyez qu'un liseré rouge apparaît, ce qui signifie que le TypeFlow est complètement éteint. Je vais réactiver mon TypeFlow en faisant clic droit Enable Flow. Vous voyez que dans la vue 3D, en dessous des options de Viewport, j'ai une option qui s'appelle TypeFlow. Si je clique dessus, je vois apparaître le nom de mes deux TypeFlow présents dans ma scène. Je peux donc accéder à différents paramètres pour chacun d'eux. Par exemple, je peux choisir d'éteindre un TypeFlow ou de le rallumer. Je peux également choisir d'ouvrir son éditeur. Une fois l'éditeur ouvert, j'ai de nouveau accès aux autres TypeFlow. Donc on voit que ça ressemble beaucoup à Particle Flow. En fait, la raison pour laquelle on va préférer TypeFlow à Particle Flow, c'est que TypeFlow n'est pas une simple copie de Particle Flow, c'est surtout une amélioration du concept original. Il va globalement être plus rapide, il va pouvoir gérer plus de particules, et surtout, il va mieux gérer les particules physicalisées. Il va y avoir aussi des fonctionnalités inexistantes sous Particle Flow, comme par exemple le close, la gestion de full, les bindings, les targets, les custom properties. Ce que je vous propose, c'est plutôt de recréer directement cet effet. Donc c'est un effet de duplication infinie de particules. Donc on va créer un TypeFlow dans une scène vierge. Voilà. On va directement ouvrir l'éditeur. On va aller chercher un preset de base. Je vais décaler mon icône sur la gauche. Je vais retourner mon icône à 180 degrés pour qu'elle pointe vers le ciel. Voilà. Donc je vais pour l'instant éteindre le speed. On va aussi supprimer le mesh. On va commencer par réduire le nombre de particules, on va en faire une vingtaine à la frame 0. Donc pour réaliser notre effet, on va avoir besoin de différents objets. Je vais les importer dans ma scène, donc c'est des objets tout simples, hein, vous pouvez créer les vôtres. L'idée c'est que nos objets vont devoir trembler avant de se dupliquer, c'est un peu la particularité de cet effet. Donc pour ça on va directement préanimer nos objets. Je vais prendre l'exemple du verre ici. Vous voyez que j'ai simplement skinné la géométrie sur un cylindre, et puis j'ai animé ce cylindre en rotation sur quelques frames. Et j'ai fait boucler l'animation, donc dans le Graph Editor, Controller, Auto Branch Types, j'ai choisi le mode Relative Repeat. Donc maintenant qu'on a des objets qui tremblent, on va pouvoir les utiliser en tant que shape sur nos particules. Donc j'ouvre mon éditeur TypeFlow, je vais retourner dans mon shape. Donc cet opérateur, c'est un peu le mix entre le shape et le shape instance de Particle Flow, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir des shapes à partir d'objets prédéfinis ou bien importer nos propres géométries. Donc par défaut, j'ai un cube 3D, je l'enlève et je le remplace par tous mes objets animés. Donc pour ça, je les sélectionne et je clique sur Add Selected pour les ajouter à ma liste. Ici, vous voyez que tous les objets ont une fréquence par défaut de 100%. La fréquence, c'est le paramètre qui va définir quels objets doivent apparaître le plus sur vos particules. Si tous vos objets sont à 100%, ils vont être répartis de manière égale. Vous voyez que plus on diminue la fréquence d'un objet, moins il apparaît. Donc ici, on va tous les laisser à 100%. Vous voyez aussi que pour chacun des éléments de la liste, les paramètres sont uniques. C'est-à-dire que je peux avoir des paramètres différents pour l'assiette, ou pour le bracelet, ou pour le verre. Par exemple, je peux choisir de centrer le pivot de mon verre, mais pas de mon bracelet. Même si dans cette situation, le mieux reste de centrer tous les pivots, puisque de base, tous les pivots de mes objets ne sont pas centrés. Par exemple, le pivot de mon assiette ici n'est pas du tout centré. Ce décalage entre le pivot et l'objet, on va le retrouver entre la particule et la shape de la particule. Donc je vais recentrer tous mes pivots, et on va venir cacher nos objets pour l'instant. Alors pour commencer, on va utiliser un speed. Alors le speed de TypeFlow est un peu plus complexe que celui de Particle Flow, mais globalement, on retrouve les mêmes paramètres. La magnitude correspond à la vitesse, donc là je vais la passer à 50. Vous voyez que par défaut, il y a une variation de 15%. Nos particules ici vont suivre la direction de l'icône, comme indiqué ici, along icon arrow. En l'occurrence ici c'est l'icône 1. Vous
voyez qu'on peut choisir plusieurs icônes dans notre liste. Je vais rajouter également un peu de divergence. Donc ce que je veux maintenant, c'est que mes particules se comportent comme des objets physicalisés. Donc pour ça, on va venir chercher l'opérateur PhysicShape. J'en profite pour vous signaler que dans TypeFlow, vous pouvez appuyer sur Tab dans l'éditeur pour faire apparaître un outil de recherche. Donc ici, je vais venir chercher mon PhysicShape. Je peux aussi le faire directement dans mon event. Donc si je regarde les paramètres de mon PhysicShape, je vois que tout en haut, il y a une option qui s'appelle le Display Hull, qui va me permettre d'afficher la coque, qui va nous servir ensuite à faire collider nos particules. Donc il y a plusieurs modes. Actuellement, il est en convexe, c'est-à-dire que cette coque va essayer de suivre au mieux la forme de l'objet. Mais je peux la passer en box ou en sphère. Ce sera forcément moins précis, mais plus léger à calculer. Nous, on va rester en convexe. Alors vous voyez qu'on n'a pas créé de gravité ou de force dans nos opérateurs, et pourtant, on voit que nos objets sont d'abord projetés en l'air, puis ils vont être attirés par le sol comme s'il y avait une gravité. Donc si je vais dans les paramètres de mon TypeFlow, alors je peux double-cliquer sur le nom du TypeFlow dans l'éditeur pour le sélectionner dans ma scène. Je vais aller dans ces paramètres physiques, et vous voyez que par défaut, quand on utilise le PhysicShape, les paramètres physiques intègrent une gravité. Donc je vais la désactiver. Je vais créer ma propre gravité. Donc pour ça, je vais d'abord créer un opérateur force, comme dans ParticleFlow. Et là, je pourrais très bien venir créer une gravité dans ma scène, comme on le faisait avec les autres systèmes de particules. Mais il faut savoir que TypeFlow intègre sa propre gravité, donc le built-in gravity ici. Alors pour l'instant, elle est à 0. Si je la passe à -1, vous voyez que mes objets retombent. Donc là, il ne retombe pas assez vite. Je vais la passer à -3. Voilà. Puis je vais désactiver l'affichage du Hull. Donc là on voit que nos particules collident avec le sol, mais elles collident aussi entre elles. On va pouvoir maintenant commencer l'effet de duplication. Donc je vais aller chercher un opérateur Physics Collision. Vous avez vu que j'ai pas besoin de créer de déflecteur, puisque par défaut il y a un sol intégré dans les paramètres physics comme pour la gravité. Donc le Physics Collision il a une sortie, vous voyez, donc c'est un test. Je vais le relier à un nouvel event et je vais dire à mon Physics Collision d'envoyer les particules dans cet event dès qu'elles touchent le sol. Donc pour ça je vais cocher Ground Collider Collision. On voit qu'il y a 20 particules actuellement dans mon deuxième event. Ça veut dire que le test du Physics Collision a été validé pour toutes mes particules. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le sol, par défaut, se trouve au niveau 0 de la scène en hauteur. Et comme mon icône se trouve également au niveau 0, les particules sont directement entrées en collision avec le sol au moment où elles ont été créées. Donc pour régler ce problème, on peut simplement venir remonter notre icône pour que nos objets ne naissent pas au niveau du sol. Voilà, donc une fois que nos particules retombent au sol, elles sont envoyées dans cet event. Il faut aussi savoir que les propriétés de shape et de physics shape sont conservées d'un event à l'autre. Par contre, vous voyez qu'ici, il n'y a plus de gravité, donc je vais venir simplement dupliquer la première gravité dans mon deuxième event. Ensuite, je vais venir utiliser un time test. Donc je vais venir le chercher en faisant tab, voilà. Je le mets ici. Je remplace mon nouveau display par un display en géométrie et je relie mon time test à ce nouvel event. Donc par défaut, le time test, il est configuré en event. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut qu'après un certain temps passé dans cet event, la particule soit envoyée dans l'autre event. J'augmente juste la valeur du test, et si on regarde le nombre de particules, on voit bien que les particules sont bien envoyées dans le nouvel event. Maintenant, dans cet event, je vais rajouter un spawn, et je vais relier ce spawn à un nouvel event. Donc ce qui se passe, c'est que quand les particules arrivent ici, elles vont spawn une particule et l'envoyer dans cet event. J'affiche bien ma géométrie, et donc là on voit bien que des particules vertes apparaissent, sont elles qui viennent d'être spawn. Donc on va dupliquer notre gravité dans cet event pour que ces nouvelles particules subissent aussi la gravité. Et donc maintenant, je peux venir créer une boucle. Alors pour ça, je vais d'abord utiliser un sendout. Donc souvenez-vous, c'est exactement le même opérateur que celui de ParticleFlow. Donc je l'ajoute à l'event du spawn et je le relie à un nouvel event. Ensuite, je vais réutiliser un time test que j'ajoute à ce nouvel event. Et ce time test, je le relie au deuxième event, celui dans lequel il y a le premier time test. Vous noterez aussi qu'on peut faire clic droit sur les liens pour rajouter des points, pour réorganiser un peu le flow et que ce soit un peu plus lisible. Donc là, avec cette boucle, on a déjà notre effet de duplication infinie. Le problème, pour l'instant, c'est que les seules particules qui spawnent sont en fait les 20 premières particules qu'on a créées au début. Puisqu'en fait, ce sont elles qui sont dans la boucle. Donc, si on veut envoyer dans cette boucle les particules qui ont été spawn, il suffit d'utiliser un time test et de le relier au premier event de la boucle. Donc là, forcément, on va avoir beaucoup plus d'objets, ça va être exponentiel. Donc là, j'ai déjà le squelette de mon système. Maintenant, il va falloir que je rende ça plus intéressant en termes d'animation. La première chose à faire, c'est d'ajouter de la variation. On va commencer par la rotation, donc je mets un opérateur rotation ici, que je laisse en random 3D. On le laisse par défaut, vous voyez que c'est plus intéressant, ça permet de casser un peu le côté uniforme. On peut rajouter éventuellement un peu plus de divergence dans le speed. On va aussi rajouter une gravité ici. J'avais oublié de le faire et du coup les particules dans cet event étaient un peu en apesanteur.
Au tout début de ma simulation, je voudrais que mes premières particules grandissent sur quelques frames, donc je vais venir utiliser un scale. En relative first, comme on a appris à le faire dans Particle Flow. Juste au-dessus, on va venir dérouler le menu keyframe, choisir le mode Eventage. Vous voyez qu'on a un peu plus d'options que dans Particle Flow ici. Et je vais venir animer mon scale. Donc, je vais commencer à 0, et puis en quelques frames, je passe à 100%, 0, 100%. Donc là, vous voyez qu'on a une animation de scale. Maintenant, ce que je voudrais, c'est rajouter éventuellement un peu de spin. Donc le spin, c'est ce qui va permettre de donner un mouvement de rotation sur nos particules. Alors là, comme pour le rotation, je vais le laisser en random 3D. Je vais juste augmenter un peu sa valeur dans le spin rate. Vous voyez que mes objets se mettent à tourner, mais évidemment, comme ils sont physicalisés au bout d'un moment, la rotation va être encaissée par les propriétés physiques des particules. Ensuite, je vais m'attaquer à l'animation des particules qui sont spawnées, puisque pour l'instant, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc je vais aller dans l'event dans lequel les particules se dupliquent, donc celui-ci, et je vais rajouter une rotation en random 3D, ainsi qu'un speed en random 3D, et on va directement lui appliquer une grosse valeur, avec pas mal de divergences et de variations. Je vais aussi rajouter un speed en hauteur pour avoir une animation qui décroche un peu du sol. Donc là, je choisis Along Icon Arrow, et je vais venir piquer cette icône. Ok, donc à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à affiner un peu la simulation. Donc je vais retourner dans les paramètres physics du TyFlow, et on voit qu'on a un paramètre ici qui s'appelle le substeps. C'est un paramètre qui va contrôler la qualité de la simulation physics. Par défaut, vous voyez qu'elle est à 6, mais pour une qualité correcte, en général, on peut la passer à 12. Vous voyez que la simulation a un peu changé, ça va surtout nous permettre d'éviter les interpénétrations. On peut aussi aller modifier les paramètres du spawn pour augmenter le nombre de particules spawnées. Alors c'est le paramètre offspring qui va contrôler ça. Vous voyez que par défaut, chaque particule va spawner une autre particule. Mais si on augmente l'offspring, on peut faire en sorte que chaque particule spawn plusieurs particules. Et on peut évidemment y ajouter de la variation. Forcément, comme on spawn plusieurs particules, on va avoir un rendu un peu plus explosif. Si on veut contenir un peu cet effet, on peut venir créer ici un scale en relative first dans cet event. Donc on refait la même manip que tout à l'heure, on se met en eventage et on vient commencer à 97%, et sur une ou deux frames, on va la passer à 100%. En fait, il faut savoir que les particules physicalisées se repoussent entre elles, donc le scale va permettre de réduire les interpénétrations à la naissance, et calmer un peu les particules. Je peux également rajouter un slow, alors le slow, il va ralentir les particules, donc c'est un peu comme un drag, sauf qu'il est directement intégré dans l'opérateur. Et je peux également rajouter un spin, que je vais laisser par défaut. Maintenant, pour finir de calmer la simulation, je vais aller dans les paramètres dynamics de mon physics shape. Donc là, on voit qu'on a une valeur qui s'appelle damping. C'est une valeur qui va déterminer à quelle vitesse les particules physiques vont perdre leur force. Vous voyez qu'on a deux paramètres, linéaire et angular. Si j'augmente ces valeurs, les particules vont, entre guillemets, se vider de leur force plus vite. Ça peut calmer les particules trop rapides, mais ça peut également éviter certains effets indésirables. Si par exemple, vous avez des particules qui tremblent alors qu'elles sont au sol et qu'elles ne sont pas censées bouger, en anglais, c'est ce qu'on appelle le jittering. Donc là, le damping, je vais le mettre à 0,3. La valeur angular concerne les rotations et la valeur linéaire concerne les déplacements. Les velocity limits ici concernent les limitations pour les particules physiques. Si je réduis la valeur d'impulse ici, je vais réduire la force de collision des particules. Donc je vais la mettre à 900 par exemple. Et là, vous voyez que la simulation est tout de suite plus contenue. Il y a aussi une autre option qu'on ne va pas utiliser ici mais qu'il est important de connaître, c'est l'option Ignore Start Penetration. Donc c'est une option qui va permettre aux particules de ne pas se repousser si elles sont déjà interpénétrées à leur naissance. Si on active cette option, les particules ne commenceront à se repousser qu'au moment où elles seront totalement séparées. Donc ça peut être utile dans certains cas, mais ici ce qu'on veut c'est éviter au maximum les pénétrations, donc on ne va pas activer cette option. Maintenant, on va pouvoir récupérer les animations qu'on a faites au début sur nos objets références. Donc, on va dupliquer notre opérateur shape. On voit qu'il a des options d'animation et en fait, on va pouvoir récupérer les animations de nos objets et les transmettre aux particules. Donc, pour chacun des objets de la liste, on va cocher Animated Geometry. On va laisser les paramètres par défaut tels quels. On peut éventuellement augmenter la durée pour éviter d'avoir des sautes d'animation. Donc là, ça va pas être la partie la plus amusante, il va falloir le faire pour tous les objets de la liste. Ensuite, on va pouvoir mettre notre shape dans cet event. Donc l'event, je vais d'ailleurs le renommer tremblement. Ici, dans cet event, je peux supprimer le display, puisque c'est un event de transition. Les particules, finalement, ne restent jamais dans cet event. Je vais le renommer spawn. Et maintenant, je vais juste désactiver le time test pour voir comment se comportent mes particules dans le premier event de ma boucle. Je vais aussi cacher mes objets références. Donc là, si on regarde la simulation, on voit bien que nos particules, qui sont pour l'instant confinées dans cet event, ont bien récupéré l'animation de nos objets. Donc je peux réactiver mon time test.
Maintenant, le problème, c'est qu'on va avoir un effet indésirable qu'il va falloir corriger. En fait, si on regarde de plus près, comme on a rajouté un shape operator dans la boucle, nos objets risquent de ne pas conserver leur shape au cours du temps. À chaque fois qu'ils vont retourner dans cet event, il va y avoir un brassage et une nouvelle shape va leur être attribuée en fonction de la liste. Par exemple ici, on voit que des pièces se transforment subitement en assiettes ou en lingots. Donc pour régler ce problème, on va retourner dans le premier event, dans le premier shape operator. On va descendre tout en bas et on va cocher l'option Save Index, ce qui va nous permettre de sauvegarder les informations de distribution dans un canal pour ensuite les réutiliser dans l'autre shape operator. Donc on peut lui donner un nom, par exemple distribution. On va retourner dans l'autre shape operator et on va lui demander d'utiliser le canal qu'on vient de créer. On peut l'écrire à la main ou bien cliquer sur le petit V à côté pour aller chercher le canal distribution. Donc là, on peut constater que nos particules conservent bien leur shape correctement. Alors, petite parenthèse, si les bordures de votre TyFlow deviennent jaunes, c'est que la simulation a été mise en pause. Ça veut dire que vous avez appuyé sur échappe pendant le calcul de la simulation. Donc pour relancer la simulation, vous pouvez soit vous déplacer dans la timeline, soit faire un clic droit dans l'éditeur, refresh simulation. En revanche, si les bordures de l'interface sont orange, ça veut dire que votre simulation a été interrompue. Et là, le seul moyen de relancer votre simulation, c'est de faire clic droit à refresh simulation ou bien d'éteindre puis rallumer votre TyFlow. Le raccourci pour interrompre une simulation, c'est Shift échappe. Quand la simulation est calculée, elle est enregistrée automatiquement dans le cache de votre TyFlow. Et dans ce cas, vous pouvez la lire sans problème dans la timeline. Par contre, si vous vous déplacez plus loin dans la timeline et que vous allez sur des frames qui n'ont pas encore été calculés, vous devrez attendre que TyFlow les calcule bien évidemment. Donc on va revenir étoffer un peu cet effet. On va venir créer un autre event avec un burst. Alors je vais éteindre mon TyFlow pour travailler tranquillement. Je vais ajouter un position icon et je vais créer une nouvelle icône de type box que je vais agrandir. Dans mon burst, je vais choisir le mode per frame, en fait c'est un rate. Et je vais pas mettre beaucoup de particules pour commencer. Et je vais venir ajouter un delete operator pour les faire disparaître très vite. Alors comment fonctionne le delete operator dans TyFlow? Vous voyez qu'ici j'ai un onglet qui s'appelle timing. Donc c'est un onglet qu'on va retrouver sur beaucoup d'opérateurs. Et qui va permettre de choisir à quel moment l'opérateur va être actif. Donc là vous voyez que le mode par défaut c'est on event entry. Ça veut dire que l'opérateur va être actif sur les particules qui viennent d'entrer dans l'event. Donc là ça veut dire que toutes les particules qui rentrent dans cet event sont automatiquement supprimées. Donc je vais désactiver le flow principal et réactiver mon TyFlow. Là vous voyez que j'ai aucune particule puisque mon delete les a toutes supprimées. Donc je viens choisir le mode Event Age. Je pourrais aussi choisir Particle Age. Vous voyez qu'ici ça n'a pas d'importance. Ensuite en dessous vous voyez que j'ai des paramètres de range. Donc je peux entrer des valeurs. Je vais mettre 3 par exemple. Donc là ça veut dire que le delete va être actif de la frame 3 à la frame 1000 de la particule. Donc vous comprenez bien que pour l'opérateur delete, cette deuxième valeur n'a pas d'importance puisqu'après 3 frames passés dans cet event, la particule sera quoi qu'il arrive supprimée. Si on veut rajouter de la variation, on peut le faire juste en dessous dans variation, ici on ne va pas en mettre. Donc pourquoi on a créé ces particules? En fait, on va venir les utiliser comme des points de force. C'est-à-dire qu'on va s'en servir pour aller créer des mouvements aléatoires au sein de notre simulation d'objets dupliqués. Donc on vient rajouter un opérateur point de force. L'opérateur point de force pour l'instant il est en mode on event entry, donc nous on va le passer en continu. Dans les paramètres du point de force, on voit qu'on peut afficher les zones d'influence. Donc ce qui va se passer, c'est que toutes les particules qui vont se retrouver dans ces zones d'influence vont être repoussées, elles vont subir une force. On peut modifier directement la taille de cette zone d'influence. On peut aussi choisir d'utiliser le scale de la particule, et c'est ce qu'on va faire. On va faire grossir nos particules pour faire grossir nos zones d'influence. Donc on passe le point de force en scale radius, puis on vient rajouter un nouveau scale operator qu'on va mettre en relative first, avec un keyframe en event age, et on va venir animer le scale de la frame 0 à la frame 3. Donc on met le scale dans l'event, puis on vient réajuster les valeurs de scale pour avoir des zones de points de force qui nous conviennent. Ensuite, à vous de choisir à quel moment vous voulez que les points de force commencent à agir en modifiant directement le burst operator. Vous pouvez également réajuster la quantité de particules en fonction de l'effet que vous désirez. Pareil, vous pouvez modifier la taille de l'icône ou la force des points de force. Dans le position icône, je vous conseille de passer en mode volume pour que vos particules soient situées à l'intérieur de l'icône et pas juste à la surface de l'icône. Donc voilà, c'est à vous de customiser les paramètres pour obtenir quelque chose qui vous plaise. C'est ce que moi j'ai utilisé, mais vous n'êtes pas du tout obligé de passer par ça. Vous pouvez complètement vous en passer ou utiliser autre chose. Maintenant, si on veut ajouter des matériaux à nos particules, on va d'abord ouvrir le Material Editor pour créer un nouveau matériel et on va directement l'appliquer sur nos TyFlow. Il n'y a pas besoin de passer par un opérateur spécifique comme dans Particle Flow. Par contre, si je veux différents matériaux sur mes particules, je vais devoir passer par un multisub dans lequel je vais ajouter mes différents matériaux et c'est ce multisub que je vais appliquer au TyFlow. Par défaut, c'est le premier matériel du multisub qui est appliqué. Vous voyez que par défaut, il ne se passe rien. Il va falloir rajouter un opérateur qui s'appelle Material ID.
et qui va nous servir à randomiser les différents matériaux sur nos particules. Si on veut faire du rendu, il va falloir passer par l'opérateur mesh. Comme je vous le disais au début, c'est l'équivalent du render dans ParticleFlow. Donc il va falloir ajouter l'opérateur mesh à tous les events que vous voulez rendre. Et là, vous voyez que mes particules se rendent. Ok ? Maintenant, dernière chose, vous pouvez avoir des matériaux spécifiques sur vos objets références et les conserver sur vos particules. Pour ça, il suffit de cocher l'option Inherit from Reference dans le Shape Operator. Alors vous ne verrez pas les matériaux dans le viewport, mais vous les aurez au rendu. Donc voilà, c'était une petite introduction à TypeFlow sur un cas pratique. On va continuer de faire d'autres exercices dans les prochaines vidéos. A tout de suite.